Bonjour tout le monde. Hello everyone. Over the past few months, we've introduced programs that are making a real difference in the lives of millions of people right across the country. Take the Rose and Crown Pub in Canmore, Alberta. As they were getting ready to welcome customers again, they used the wage subsidy to rehire 15 employees. And they got a loan through the Canada Emergency Business Account so they could buy personal protective equipment, plexiglass screens, and additional hand-washing stations to comply with public health guidelines. That's good news for people who are now back on the job and for locals who missed their favorite neighborhood spot. When this crisis first began, a lot of people lost their jobs overnight. They didn't know how they were going to feed their families or pay their bills. So our government responded rapidly and substantially to support Canadians with programs like the Canada Emergency Response Benefit and the Canada Emergency Wage Subsidy. 3 months later, we're beginning to see across the country that we're now in a place where we're gradually and safely starting to reopen parts of the economy. But I'm not going to sugarcoat it. We still have a long journey ahead. Some sectors will bounce back more quickly than others. Many workers will be able to find work, but others won't. Over the past few months, Canadians have been able to count on the Canada Emergency Response Benefit to help them get through a tough time. And the reality is that even as we start to reopen, a lot of people still need this support to pay their bills while they look for work. That's why today I am announcing that we will be extending eligibility for the CERB by 8 weeks. So if you've been getting the CERB and you still can't work because you're unable to find a job or it's just not possible, you will keep getting that $2,000 a month. Over the next few weeks, our government will look at international best practices and monitor the economy and the progression of the virus to see what changes, if any, need to be made to the program so that more people are properly supported. But I want to be very clear with Canadians. Our goal here is to make sure that the CERB is working for you in the best way possible. Our government will continue to be there for you. This pandemic is an unprecedented challenge for our country, and we're going to make sure that all of our supports, including the Canada Emergency Wage Subsidy and employment insurance, are working effectively to get Canadians back on their feet. That's also a big part of the reason why I proposed to give the provinces and territories $14 billion to make sure that you have childcare, that there's testing and tracing, and that your workplace is safe. As the situation evolves, so too must our response evolve with it. And that's what we're going to keep doing. Dès le début de la crise, notre gouvernement a agi rapidement et de façon considérée pour appuyer les Canadiens avec des programmes comme la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale d'urgence. 3 mois plus tard, on est maintenant en mesure de commencer à rouvrir graduellement et prudemment l'économie, en partie parce que des entreprises utilisent des programmes comme la subvention salariale d'urgence. Mais je vais être honnête avec vous, on a beaucoup de chemin encore à parcourir au cours des prochains mois. Certains secteurs vont rebondir plus rapidement que d'autres. Beaucoup de gens vont trouver du travail, mais ce ne sera pas tout le monde. Au cours des derniers mois, les Canadiens ont pu compter sur la prestation canadienne d'urgence pour les aider à traverser des moments difficiles. Et la réalité, c'est que même si on reprend certaines activités, beaucoup de gens ont encore besoin de ce soutien pour payer leurs factures pendant qu'ils cherchent du travail. C'est donc pourquoi, aujourd'hui, j'annonce qu'on va prolonger la période d'admissibilité pour la prestation d'urgence d'un autre 8 semaines. Ça veut dire que si vous touchez la PCU et que vous ne pouvez pas retourner travailler parce que vous n'arrivez pas à trouver du travail ou que ce n'est pas possible en ce moment, vous allez continuer de recevoir votre 2 000 $ par mois. Au cours des prochaines semaines, notre gouvernement va étudier les meilleures pratiques internationales, en plus de surveiller l'économie et la progression du virus, pour déterminer si on doit apporter des changements au programme pour mieux soutenir les gens. Mais je veux être très clair avec les Canadiens. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la PCU fonctionne pour vous. Notre gouvernement va continuer d'être là pour vous. La pandémie représente un défi sans précédent pour notre pays
Et on va s'assurer que tous les soutiens, y compris la subvention salariale d'urgence et l'assurance emploi, se complètent pour aider les Canadiens à se remettre sur pied. On veut vous donner le soutien que vous méritez pendant cette période mouvementée. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai proposé de donner aux provinces et aux territoires 14 milliards de dollars pour que vous ayez des services de garde de qualité, qu'on augmente le dépistage et la recherche des contacts et que vous puissiez retourner travailler en toute sécurité. La situation continue d'évoluer et notre réponse doit évoluer avec elle. Et c'est ce que notre gouvernement va continuer de faire. I want to close this morning with some news regarding the Canada-US border. I can now confirm that Canada and the United States have once again agreed to extend by 30 days until July 21st the current measures in place along our border. This is an important decision that will keep people in both of our countries safe. Je veux terminer ce matin avec des nouvelles concernant la frontière canado-américaine. Je peux maintenant confirmer que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger de 30 jours jusqu'au 21 juillet les mesures frontalières qui sont actuellement en place. C'est une décision qui va protéger les gens des deux côtés de la frontière alors qu'on continue la lutte contre COVID-19. Sur ce, je suis content maintenant de passer aux questions. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone for questions. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. For questions, please press star 1. Pour les questions, faites étoile 1. First question, Christy Kirkup, The Globe and Mail. Line open. Good morning, Prime Minister. Many legal experts say that one concrete thing that your government could do to reduce the harms caused to Black and Indigenous communities would be to remove all mandatory minimum sentences in the criminal code. Will your government make this commitment? That is certainly one of the clear recommendations that is coming out. There's a clear message today from the Parliamentary Black Caucus to that effect, and we're going to continue to look at that and other measures that we can move forward to make sure that our justice system does not continue to be unfair towards racialized Canadians and Indigenous Canadians. D'enlever les peines minimales obligatoires, c'est certainement une façon d'aller de l'avant. On est en train de regarder ça et d'autres mesures pour s'assurer que notre système de justice soit équitable pour les Canadiens racialisés et pour les peuples autochtones. Follow-up, Christy. And Prime Minister, Mexico has halted sending upwards of 5,000 additional workers to Canada until it has assurances that there will be closer monitoring of health and safety rules and until there's a better grasp of what went so wrong. What will you do to address their concerns? I spoke with President López Obrador just a couple of days ago. We touched on this topic. I shared my sympathies and condolences to the families of the Mexican workers who passed away here in Canada. We are also, as a country, preoccupied with what has happened, and we're And we're going to make sure that we're following up not just with our partners around the world, but with Canadians to ensure that we know what happened and we make sure that we're keeping all workers in Canada safe. J'ai eu la chance de parler avec le président López Obrador il y a une couple de jours. On a parlé de cet enjeu et je lui ai souligné à quel point nous allons travailler fort pour assurer la sécurité de tous les travailleurs, y compris les travailleurs temporaires. Merci. Prochaine question. Operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. On comprend ce qui a trait à la PCU qu'il n'y a pas de restrictions additionnelles. Pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, vous vouliez faire adopter un projet de loi pour enlever la PCU aux gens qui sont aptes au travail. Pourquoi ce revirement? On avait proposé un projet de loi qui allait permettre d'exiger une attestation plus forte pour souligner que les gens devaient chercher le travail. On va quand même aller de l'avant avec des règlements
par rapport à des recommandations que les gens continuent de chercher du travail. On veut que les gens reprennent du travail s'il y en a. Mais on reconnaît qu'avec autour de 3 millions de personnes qui voudraient travailler, qui ne peuvent pas travailler, et une économie qui commence lentement, il y a beaucoup de gens qui voudront travailler, qui ne pourront tout simplement pas travailler. Alors, on va continuer d'être là pour eux, tout en cherchant des moyens d'encourager ceux qui peuvent de retourner au travail. We knew that moving forward with our bill would give us further measures to encourage people and to make sure that people were taking work when it came up. We're still looking at ways of moving forward to encourage people to look for work and to make sure that they are taking jobs that become available. But the reality is that there are 3 million people out of work who are looking for work. And even as our economy is reopening, there are many, many more people out of work willing to work than there are jobs available. And that'll be the story for the coming weeks as well. So we're going to keep encouraging people to take jobs when they do. And we've seen just with the job numbers that many, many people have been returning to work from all income ranges. But we know there's more to do, and we will keep working on it. Ministre Vivet? Mais qu'est-ce qu'il y a dans la prolongation annoncée aujourd'hui pour inciter les gens aptes à retourner au travail et combien cette mesure va coûter aussi? On sait qu'avec le niveau de chômage qu'on a maintenant, les gens qui voudraient travailler, qui ne peuvent pas travailler, on ne va pas pouvoir avoir autant d'emplois qu'il y a de gens qui voudraient travailler. La reprise économique s'en vient, mais ce ne sera pas assez rapide pour que tout le monde qui veuille travailler puisse travailler. Donc, on a besoin d'étendre la PCU pour s'assurer que les gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ne trouvent pas un emploi ou parce qu'ils s'occupent d'être chers à cause de la COVID puissent continuer de payer leur épicerie, puissent continuer d'assurer leur loyer. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Alex Ballingall, Toronto Star. Line open. Morning, Prime Minister. Just returning to the statement from the Parliamentary Black Caucus. Have you had a chance to read through it? And I see that it's been signed by a number of supporters, including some of your cabinet ministers. Should we take that as a signal that you're willing to move on this stuff, or will you commit to fulfilling the list of demands that we see in that statement? I've said many times we are committed to moving forward on a huge range of measures. We're working with communities. We're working with leaders like members of the Parliamentary Black Caucus to identify what exactly we need to move forward first in priority on. But I think it's really important that we all come forward and look at bold ideas that we can take on very soon to fix the systemic discrimination that continues to exist in our country. Okay. Je pense que c'est important de continuer à écouter, de travailler avec des leaders communautaires, des leaders parlementaires du caucus noir pour s'assurer qu'on est en train d'avoir assez d'ambition pour mettre fin à la discrimination systémique qui existe à travers notre pays dans toutes nos institutions. Alors, comme j'ai dit, nous allons aller de l'avant avec des mesures concrètes et nous travaillons avec tous nos amis, alliés et partenaires pour déterminer dans quel ordre et quelles mesures seront les premiers. And a follow-up, Alex? The Treasury Board website data published on the website shows the RCMP spending has gone up by 32% since the year you took power, which is about $900 million in spending. So I'm wondering if you can tell us why that budget has gone up so much, and if you're looking at, as that statement you just discussed calls for, looking at reallocating some of that spending to different programs. We are always going to make sure that money invested in keeping Canadians safe is spent exactly the right way. We took office at a time where the previous government had made budgetary cuts to a range of law enforcement and security services, and therefore we needed to make sure that there was an ability to continue to keep Canadians safe. But at the same time, I think what we've seen over these past weeks and what we've heard from from Black, racialized and Indigenous Canadians
very clearly, not just over the past weeks, but over years, means that we do have to look at budgets, we do have to look at allocation of funds, we do have to look at how we're making sure that community supports, community programs, grassroots organizations, and various support programs are also properly funded. Thank Je pense que c'est important d'assurer que les dépenses dans la sécurité des Canadiens soient faites de la bonne façon. Et certainement, on va regarder les budgets pour s'assurer qu'on est en train d'investir dans ce qui aide les Canadiens. On reconnaît qu'il y a besoin d'avoir plus d'investissements dans des programmes de première ligne, des programmes communautaires, des appuis aux différentes communautés pour aller de l'avant. Et on va faire ce qu'on a besoin de faire pour les appuyer. Merci. Prochaine question. Operator. Thank you. Merci. Prochaine question. Émilie Bergeron, Agence QMI. À vous. Bonjour, M. Trudeau. Vous annoncez aujourd'hui prolongement pour 8 semaines de la PCU au lieu de 16 semaines d'admissibilité. C'est quelque chose que vous pouviez faire par voie réglementaire. Pourtant, la semaine dernière, vous avez essayé un autre processus pour modifier la PCU. Pourquoi avoir choisi d'attendre ces négociations-là qui n'ont pas fonctionné pour finalement envoyer le signal que vous prolongez l'admissibilité? À l'intérieur du projet de loi, il y avait un renforcement de l'attestation qui obligeait les gens de vraiment chercher du travail. C'était quelque chose qu'on avait besoin de faire par le projet de loi. Mais malheureusement, puisque ça n'a pas passé, il a fallu qu'on choisisse d'autres façons pour encourager les gens de chercher du travail. Mais souvenons-nous de la situation dans laquelle on se trouve, là. Il y a des millions de gens qui voudraient reprendre le travail sans pouvoir le faire parce que les emplois ne sont tout simplement pas là encore dans l'économie. Donc, ces gens-là qui voudraient travailler, mais qui ne peuvent pas travailler, manque d'emploi, ont besoin d'être appuyés. Et c'est pour ça qu'on va prolonger la prestation canadienne d'urgence pendant encore 8 semaines. Un suivi? Oui, en suivi, les Canadiens qui attendaient cette annonce depuis plusieurs semaines et qui ne savaient pas ce qui allait se passer à partir de juillet, quand ils comprennent que vous pouviez procéder par voie réglementaire depuis plusieurs semaines, comment leur expliquez-vous que ça a quand même pris du temps? La prestation canadienne d'urgence a été prévue de continuer jusqu'au mois de juillet et on est maintenant en train de souligner que effectivement le mois prochain, ça ne se terminera pas, ça va pouvoir continuer pour encore 2 mois, ce qui va rassurer les gens tout en encourageant les gens, bien sûr, de prendre des emplois s'il y en a qui se développent autour d'eux. Bonjour, Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Petite question sur la prestation canadienne d'urgence. Ça n'a pas été clair combien ça va coûter. Les 3 premiers mois ont coûté à peu près 43 milliards de dollars. Là, si on fait le calcul, est-ce qu'on peut faire le même calcul puis présumer que ça va coûter à peu près le 2 tiers de ça, vu qu'on était à 2 mois, 3 mois? Est-ce que c'est le calcul qu'on fait ou vous avez une idée du coût, là? Comme on fait toujours, on va partager avec le comité des finances les chiffres détaillés, mais notre espoir, c'est au fur et à mesure que l'économie rouvre, de moins en moins de gens vont avoir besoin de la PCU. On a déjà vu des gens qui étaient sur la PCU au mois de mai le quitter pour le mois de juin et c'est un mouvement positif qu'on espère voir continuer. Il y a beaucoup d'entreprises qui réembauchent leurs travailleurs à cause de la subvention salariale et on espère que ça va coûter moins, mais on va avoir des projections plus détaillées pour vous d'ici peu. Donc, vous avez quand même une idée de combien ça va coûter, là. Oui. Sur l'Iran, il y a le 8 janvier, l'avion 752 s'est écrasé en Iran. On a des questions encore beaucoup. Les boîtes noires sont-elles en France? Et les familles qui, 5 mois plus tard, se demandent encore, est-ce qu'on va faire la lumière sur tout ce qui s'est passé? Vous leur dites quoi aujourd'hui?
On continue de travailler malgré la pandémie, malgré la situation sur ce terrible désastre en Iran sur le vol d'air ukrainien. L'ancien ministre Ralph Goodale a la charge de ce dossier, mais je peux souligner que j'ai parlé au président Zelensky de l'Ukraine il y a quelques jours où on a parlé de cet enjeu et du besoin de continuer à travailler ensemble. Les boîtes noires sont censées être envoyées en France bientôt, mais l'Iran est en train d'expliquer qu'à cause de la COVID, ils n'arrivent pas à le faire. On continue de mettre de la pression parce qu'on sait qu'on a besoin de réponses. On sait qu'on a besoin de justice pour les familles qui ont perdu leurs êtres chers et on va continuer de travailler là-dessus. In English? Okay. We know that there are still families reeling from the terrible loss of the Iran air takedown. We know that there's a lot more work to do. The black boxes have been promised to be transferred to France, but Iran is saying that they can't do it right now because of COVID. Obviously, even though there's a pandemic, we're continuing to work on this issue. I spoke with President Zelensky of Ukraine just a couple of days ago where this issue was discussed. We're going to continue to put pressure on the Iranian regime alongside our international partners to get answers, to get justice, to get compensation for the families. And this is something we've committed to do and we will continue to do. The Honourable Ralph Goodale is leading these efforts for Canada and continues to be closely engaged on it. Mia Rabson from the Canadian Press. Is your government willing to do what's needed to allow the Canadian cities to be part of the hub for the NHL to continue to play, and when will that decision be made? We have indicated that we are comfortable with moving forward on an NHL hub in one of 3 Canadian cities that are asking for it. Obviously, the decision needs to be made by the NHL and the cities and provinces in the jurisdiction, but Canada is open to it as long as it is okay by the local health authorities. Okay. Je sais que c'est une décision plus précisément pour les autorités locales, provinciales dans les 3 villes qui voudraient accueillir la LNH pour la saison estivale. C'est une décision qui va être prise par la LNH, mais le gouvernement fédéral est ouvert à ce que ça aille de l'avant. The Black Parliamentary Caucus has a number of economic measures that they're specifically asking for help to in the COVID-19 recovery for Black-owned businesses, as well as more work from the government to include businesses owned by Black Canadians in procurement. Are you ready to commit to those things specifically going forward? Many of these things were things that we are already working on along with the Liberal Black Caucus. So yes, we know that there are significant economic measures that have been brought to the fore by this pandemic that were already existing challenges, and the success of Black-owned businesses, Black entrepreneurs, and young Black professionals has been something that I've had many discussions on over the past couple of years with members of the Black community in Canada, and we will be moving forward on a number of those recommendations. On sait que cette pandémie a souligné les défis économiques auxquels font face des Canadiens noirs. On va continuer à travailler avec la communauté sur des mesures économiques, des mesures d'investissement, des mesures de partenariat, des programmes pour aider les entrepreneurs et les jeunes noirs à réussir. Dans mes dernières tables rondes avec les communautés noires à Montréal, à Toronto, depuis 1 an, j'ai souvent entendu à quel point les désavantages et les barrières économiques sont un grand enjeu. On est en train déjà de travailler sur des programmes et on va évidemment accélérer ce processus. Hi, Prime Minister Tom Perry, CBC. The vote on the UN Security Council seat is coming up. You've been speaking to your fellow leaders. You've been lobbying hard. I'm wondering just how you're feeling about Canada's chances going into this vote. I think
As I've said from the beginning, getting a seat on the UN Security Council for Canada is not an end in itself. It's a means to an end. It's a way for Canada to continue to be influential and have an impact in multilateralism and around the world. Over the past number of months, whether it's been on COVID, whether it's been on development and financial reform, whether it's been on climate change, whether it's been on a range of things from peacekeeping to security to women, we have been moving forward and leading the way. We will continue to do that. What we've done over the past months, yes, has been talking about the Security Council, but also looking for ways concretely where Canada can be more engaged on the world stage. And regardless of what happens in the campaign, we are more engaged and we will continue to be more engaged on the world stage. Okay. Comme je dis depuis le début, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'est pas un but en soi pour le Canada, c'est un moyen de continuer d'avoir un impact positif dans le monde, de projeter nos valeurs, de soutenir le multilatéralisme à un moment où l'entraide et la coordination entre les différents pays autour du monde est encore plus important que jamais. Ça fait bien des mois que le Canada est en train de l'idée, que ce soit sur la COVID, que ce soit sur le financement international des pays en voie de développement et des pays comme les petits États insulaires, que ce soit au niveau de nos océans et des changements climatiques, au niveau des femmes, de la paix, de la sécurité, des opérations de maintien de la paix. Le Canada est très engagé sur la scène internationale et ça va continuer. On espère pouvoir remporter le siège dans les élections dans les jours à venir, mais quels que soient les résultats, le Canada va continuer d'utiliser tous ses moyens d'être impliqué et d'avoir un impact positif dans le monde. Prime Minister Janet Silver, Global News. The pitch that, and just to follow up on our pitch for a seat at the United Nations Security Council, the pitch from a year ago seems to be somewhat different than we're making now. And I'm wondering if you can talk to us about how the pandemic has influenced and has changed what you're saying to members of the United Nations Security Council who can vote. I think one of the things that we've seen through this pandemic is just how interconnected and interdependent the world is. You can take it in the positive and the negative. Obviously, the interconnections have left us more vulnerable to economic shocks and more vulnerable to spreads of virus. But at the same time, that resilience that we're able to do by leaning on each other, the multiple supply chains that we can create, the establishment of common rules and approaches around things like trade, around things like health approaches, around coordinating international travel is more important than ever. Now is a time for us to reflect on our multilateral institutions and how they can be improved given this crisis in the 21st century. Many of our multilateral institutions were created 70, 75 years ago following the tremendous shock and upheaval of World War II. And those institutions have served us well as a world over the past many decades. But this crisis is an opportunity for us to rethink them and to think about what is truly needed to make sure that we have a fairer, more just world, to make sure that the most vulnerable within our countries and around the world are better supported, better protected, and given better opportunities. And at this moment, the ability for countries to convene together, to pull together different voices is more important than ever before. And Canada, by dint of having a seat at the G7 table, at the G20 table, at APEC, at the Commonwealth, at the Francophonie, the Organization of American States, and many other different multilateral tables, has always been able to pull people together and move forward concretely. And right now, as we look at the kind of world we're going to come out of post-COVID, we need a country like Canada that is big enough to make a difference, but small enough to know we can't do it alone, and we will continue to work together. Okay. Je pense qu'au fil des années, le Canada a démontré à quel point on comprend que nous devons travailler de façon coordonnée à travers le monde. Mais cette crise nous souligne à quel point cette entraide, cette collaboration est plus importante que jamais. Nous sommes plus interconnectés, alors nous devons faire preuve de résilience et de créativité dans la façon qu'on travaille ensemble pour redéfinir
relations internationales et notre multilatéralisme. Le Canada a démontré une capacité de porter la voix de bien des organismes, de bien des pays autour du monde à cause de notre présence au G7, au G20, dans le Commonwealth, dans la francophonie, dans l'APEC, dans l'OAS, dans bien des différents organismes pour pouvoir rassembler des voix et regarder avec optimisme et avec créativité quel genre de monde nous devrions bâtir dans les années à venir. Le Canada est assez grand pour faire une différence, mais assez petit pour savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et donc, c'est un moment où le leadership de pays comme le Canada va être extrêmement important sur l'échiquier mondial. You spoke earlier, sir, about temporary foreign workers from Mexico coming here and contacting COVID-19, and you said you were looking at measures to make it safer. I'm wondering what specifically are you going to do to make sure it is safer for temporary foreign workers to come here to Canada? We know that there are many issues from living conditions to the fact that they're tied individually to particular companies or employers to various challenges around labor standards that require looking at. We can even look at things like pathways towards citizenship that could give people more rights. We rely on temporary foreign workers for a large part of our agricultural production in this country, but we should always take advantage of moments of crisis to reflect on can we change the system to do better for Canadians, but also better by the people who come here and make sure we stay fed. Je pense que nous avons besoin de réfléchir à comment nous pouvons mieux protéger les travailleurs temporaires, que ce soit leurs conditions de travail, que ce soit les conditions de leur permis de travail. En même temps, nous savons que dans une crise, c'est une opportunité de réfléchir à comment on peut réimaginer un système où on est dépendant de travailleurs étrangers temporaires pour s'assurer du bon fonctionnement de notre système d'agriculture à travers le pays. Est-ce qu'il y a des améliorations qu'on peut faire? On est en train de regarder tout ça maintenant. Hello, Prime Minister. It's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. For 16 months, Canadian Yasser Albaz has been arbitrarily detained in a crowded Egyptian prison, and recently he has developed severe COVID-like symptoms. Will you make a personal appeal to President Sisi to release him, and what challenges does your government face bringing somebody home who may have COVID? First of all, we have continued to get consular support and access. It is something that this government takes very seriously, the health and safety of Canadians detained abroad. And we will continue to do everything we can to ensure that they are properly treated and eventually, if possible, brought home. At the same time, the question of ensuring a safe return because of COVID is always an issue, but we have measures around quarantine, measures around safety protocols in place that means that wouldn't be a barrier if this individual were to be able to return home. Merci beaucoup tout le monde.